Ça va être une soirée assez exceptionnelle en ouverture de ce cycle, d'est en ouest. Oui, c'est pas à moi de le dire, que ce soit exceptionnel. J'espère que c'est vous qui le penserez. Mais oui, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il faut qu'on soit court parce que le programme est long. Voilà, je rappelle juste peut-être comment la soirée va se dérouler. Vous allez d'abord voir l'épisode 4 de la série Voyage au pluriel à travers le cinéma français. Oui, parce que là, il y a eu, avec Gaumont, je trouve qu'ils n'ont pas trouvé la bonne communication, parce qu'il y a plein de gens qui confondent la série et le long métrage, qui n'ont rien à voir. La série est totalement différente du long métrage. Je ne sais pas, j'ai dû avoir 700 fois la question, est-ce que c'est la version longue, est-ce que c'est... Il n'y a rien en commun, à part le générique et la musique du générique. Sinon, tous les cinéastes dont on parle dans la série, on n'en parle absolument pas dans le long métrage. Oui. Voilà, donc c'est... mais ça, je pense qu'ils ont eu trop confiance dans le film et pas assez dans leur intelligence, à Gaumont, et qu'ils ont fait une communication. Ils ont cru que les gens arrivaient à différencier parce qu'ils ont changé la couleur d'écharpe sur la pochette. Il y en a une qui est rouge et l'autre qui est bleue. Et ils se sont dit, ah ben, les gens vont tout de suite savoir, ça va être... Et ça n'a pas du tout marché. Voilà, donc... Nous, comme on avait fait tout un cycle avec votre film que nous avions passé en ouverture, donc nos spectateurs se rappellent du film, vous allez découvrir un épisode de la série. Il y en a 8, donc voilà. Vous voyez un 8e de la série. Et comme en plus, après la conversation qui suivra cet épisode, il y aura une dédicace et de la nouvelle édition d'Amis américains, mais aussi, pour ceux qui le souhaitent, du coffret de la série. Si vous, voilà, c'est juste pour vous dire que si vous êtes très en appétit, vous pourrez poursuivre. Voilà. Et juste pour terminer, avant de vous laisser présenter cet épisode 4, les cinéastes étrangers dans la France d'avant-guerre, on terminera la soirée, donc probablement vers 2h15, vers 2h20, par la projection du film de Robert Siodmak, Molnar. Qui est un film absolument formidable, ne le manquez pas. On le voit assez peu, et c'est... enfin, vous verrez, dans ce moment de l'avant-guerre où des cinéastes étrangers sont venus travailler en France, ce film est une des plus grandes réussites. Et Siodmak, après, a fait une énorme carrière aux États-Unis, notamment dans le film noir, avec Les Tueurs, Pour toi j'ai tué, etc. Énormément de films. Mais ce film-là est tout aussi bon que ses meilleurs films américains. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur sinon, c'est un épisode... Il fallait parler de l'occupation. J'avais des contraintes, ce que je n'avais pas dans le long métrage, puisque le service public s'est réveillé et que j'avais un coproducteur qui était France 5 et qui donc tenait à ce qu'il y ait que les épisodes ne dépassent pas un certain minutage. Après, ils les ont passés à minuit, ce qui prouve l'intérêt qu'ils ont pour le cinéma de patrimoine et pour l'histoire du cinéma français. Donc, je voulais parler de l'occupation, mais je voulais parler aussi d'avant ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'arrivée en France de plusieurs vagues de cinéastes étrangers, comme ça, de cinéastes et de techniciens étrangers qui ont complètement bouleversé le cinéma français. Et après, si vous prenez le générique de tous les classiques d'avant-guerre, c'est, dans la plupart des cas, vous avez dans l'équipe technique quelqu'un qui vient de Hongrie, comme Alexandre Troner, vous avez des chefs opérateurs allemands, vous avez des chefs opérateurs autrichiens, vous avez des qui ont complètement aussi revivifié le cinéma français, qui est des brumes et photographié par Eugène Schuftan, par exemple. Celui-ci aussi, d'ailleurs. Oui, et ce film-là, le décor est de Troner, d'Alexandre Troner. C'était d'ailleurs, pour la presse de droite, c'était un cinéma qui était livré aux métèques et aux étrangers. Donc rien n'a changé. Hein. Voilà, donc je voulais ça, et dans
si j'avais pu faire tout ce que je voulais, il allait y avoir un épisode à la fin où j'allais parler de la dernière vague d'étrangers qui sont venus travailler en France, qui sont les gens qui ont été contraints de venir aller en Europe à cause de la liste noire. C'est-à-dire Jules Dassin, John Berry, Le Rififi chez les hommes, les films de John Berry que j'aime beaucoup, comme Ça va barder et Tamango, qu'on ne voit jamais, malheureusement, parce que c'est un film sur la traite des Noirs, et ça mériterait d'être vu. Ils l'ont sorti en DVD aux États-Unis, mais pas en France. Si, moi je l'ai acheté en France. Quoi, mais il y a très longtemps. Ah non. Ah bon, donc ils l'ont sorti là maintenant? Non, on le trouve à la FNAC ou chez Gilbert. Ah bah c'est tout nouveau, parce que moi j'ai eu la personne en charge du patrimoine qui m'a dit « Ah mais non, c'est pas prévu qu'on le sorte ni qu'on le restaure. » Moi je l'ai trouvé. Voilà, donc ça vient, voilà le contact de la personne qui est en charge du catalogue de Silo Canal ne paraît pas être... C'est le dernier mail que j'ai eu lui, avant qu'il soit viré. Il y avait peut-être une raison. Voilà. Bon, donc voilà, donc cette partie-là, j'ai pas pu la traiter, malheureusement. J'espère un jour y revenir, mais j'ai pas pu. Mais donc il y a ça, donc cet épisode, c'est sur ça, sur un petit peu quelques aperçus sur le cinéma de l'occupation, et puis sur après la libération. Voilà. Et de parler de films qui sont souvent très méconnus. Et que, je dois dire, nous avons eu le plaisir de passer, pour la plupart, au Ciné-Club ces dernières années. On en reparlera après. Voilà. Donc, bonne projection. Voilà, et on se retrouve après pour la conversation avec Bertrand Tavernier, qui sera menée par Evelyne Combray. Bien sûr, bien sûr. Vous vous souvenez qu'il y a le 21 octobre 2016, on était là déjà, dans cette même salle, pour la sortie de votre film, Voyage à travers le cinéma français. Et à cette occasion, vous aviez été citoyen d'honneur de la ville de Vincennes. Voilà, oui. Voilà. Oui, ce que je répète continuellement à tout le monde. J'espère bien. Oui. Et c'était bien mérité. Mais ce qui est encore plus mérité, je trouve, c'est l'étoile d'or que vous venez de recevoir du Festival international du film de Marrakech, où vous avez été couronné pour l'ensemble de votre carrière. Oui. Ça vous a fait plaisir quand même? Ça m'a fait plaisir. Surtout, ce qui m'a touché, c'est que ça m'a été remis par mon ami Harvey Keitel, donc avec qui j'ai fait La mort en direct, et qui a été très, très touchant. Et surtout, le voir le lendemain, quand il était interrogé par Jean-Pierre Lavoignat, et puis on lui montre une séquence de La mort en direct, et là, il craque, il se met à pleurer, et Jean-Pierre n'a jamais pu le faire repartir. Il était complètement démoli par le fait de voir tout d'un coup le film. C'est incroyable de le voir. Ça m'a encore presque plus bouleversé que le prix, de voir l'effet que la séquence lui faisait, je ne sais pas combien, de 40 ans après. Hein. Mais on était venu ici avec vous pour La mort en direct. Oui. On avait beaucoup parlé de Romy, vous vous souvenez? Oui, Romy. Et tout d'un coup, et puis Jean-Pierre me dit, là après ça a été, j'ai jamais pu le rattraper. Il n'est jamais revenu dans la discussion. Et vous l'avez vu le lendemain? Ah ben on s'est vu beaucoup, Il était... chaque fois qu'il passe à Paris, je le vois, Harvey, c'est resté un ami tout à fait fidèle. C'était pour moi une manière de remercier des cinéastes, des scénaristes, des compositeurs, mais aussi de montrer, de casser certains clichés, de montrer que ce cinéma, il faut continuellement aller à sa recherche, parce qu'il y a des pépites qui dorment, qui sont pratiquement plus montrées par le service public à la télévision. C'est pour ça que j'ai essayé, je fais chaque fois un plaidoyer, mais d'acheter les DVD, parce qu'on a la chance extraordinaire en France d'avoir
des sociétés comme Pathé, comme Gaumont, plus des tas de petits distributeurs indépendants qui font un travail de restauration absolument formidable, ce qui permet de montrer des films souvent dans des qualités, dans des conditions, mais souvent meilleures que les copies qui étaient montrées à la télé, où je rappelle qu'à la télé, quand on voit un film à la télé, la densité de l'image n'est pas choisie par nous. C'est tout d'un coup, l'opérateur peut décréter que c'est trop sombre et l'éclairer. Et là, tandis que le DVD, il est étalonné une fois pour toutes. Alors bien sûr, vous pouvez tout d'un coup, si vous n'aimez pas les images contrastées, l'éclairer, mais c'est votre responsabilité. Tandis que le DVD qu'on livre, il est magnifiquement étalonné. Et il y en a, moi j'ai redécouvert des films, et j'ai été assez content parce que rien que cet épisode, ça fait... il y en a à peu près... il y a au moins cet épisode, il y a au moins une quinzaine de films qui ont été restaurés et qui sont sortis en Blu-ray. Simplement sur cet épisode. Des films dont certains n'étaient pas disponibles. Molnar n'était pas disponible. Et maintenant, Molnar, la copie est somptueuse. Ce que vous allez voir ce soir, c'est une copie formidable. Donc tout d'un coup, avec ce travail, j'ai ressuscité un grand nombre de films et qui en valent la peine. Parce que quelquefois, c'est des films qui ne sont pas forcément signés par un metteur en scène qui est à la mode, qu'on connaît. La question qui m'a le plus exaspéré, que j'ai eue à plusieurs reprises, en France, par ailleurs, c'est, en somme, vous parlez moins de la nouvelle vague. C'est une question que je trouve nullissime. Non pas que la nouvelle vague soit nullissime, mais c'est tout d'un coup comme si c'était pour les chroniqueurs, les critiques, les gens de maintenant, que toute l'histoire de cinéma se résumait à 5 ans ou à 6 ans de leur histoire et que tout le reste n'avait pas d'importance. La nouvelle vague, j'en parle dans le long métrage. Je crois qu'il y a des passages extraordinairement élogieux et laudatifs sur Godard, Chabrol, Truffaut, Varda, etc. Mais il y a d'autres cinéastes. Avant la nouvelle vague, il y en avait d'autres. Il y en a qui ont créé, qui ont permis à la nouvelle vague d'exister. Donc c'est un peu tous ces gens à qui j'avais envie d'éclairer. Et puis de montrer, par exemple, que sous l'occupation, à quelques dérapages près, en gros, la conduite des gens du cinéma a été relativement honorable. Ce qui n'est pas le cas des journalistes, ce n'est pas le cas des écrivains, de beaucoup d'écrivains, ce n'est pas le cas de peintres. Il y a eu énormément d'écrivains collaborationnistes, très collaborationnistes, ultra collaborationnistes, dont l'écrivain favori de Mitterrand, Jacques Chardon, qui, quand il écrivait un livre, le représentant allemand de la censure le supplie de ne pas le publier parce qu'il est trop antisémite. Oui, bon. Vous n'avez pas, il n'y a pas de cinéaste qu'on peut reprocher. Je pense qu'il y avait des films antisémites. Il n'y en a plus sous l'occupation. Il y en avait avant, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ceux qui sont faits sont des documentaires qui sont produits généralement financés par les Allemands. Et qui ne sont pas des... Il n'y en a qu'un qui... Mais après, le metteur... par quelqu'un qui était adhérent du Parti socialiste, qui était franc-maçon, puis qui retourne sa veste et qui fera un film contre les Juifs et les francs-maçons, qui est Force occulte, qui est un journaliste, et qui sera fusillé. Mais le reste, et si vous lisez par exemple le livre de Christine Leteux, vous apercevez que plein de gens, de Christian Jacques, Henri Decoing, tous les scénaristes comme Spaak, comme ça, ont eu une conduite, Orange, Bost,
Prévert, ont une conduite extrêmement honorable. Il y a très peu de dénonciations. Et ceux qui ont dénoncé, on les connaît. Par exemple, Christine Leteux fait... à l'époque, je n'avais pas tous les documents qu'elle a trouvés, mais s'en prend violemment à Léo Johannon, qui a été... que Henri Janson, déjà, avait surnommé à l'époque la mouche du Boche. Hein, oui. Voilà. Pour le film, vous aviez fait 3-4 ans de recherche, d'archives très, très poussées, et vous aviez écrit, je crois, jusqu'à 1500 lettres aux ayants droit. Oui, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est les gens de mon équipe. On était 3, c'est un film qui a été fait avec une toute petite équipe. Il y a Frédéric Bourboulon, Emmanuel Sterpin est là, et on a, en effet, il fallait 1200 ayants droit, il fallait trouver l'accord des scénaristes, des auteurs, parce que, par exemple, M. Canal nous a dit, on est d'accord pour vous donner les films à un prix plus modique, on payait, tous les extraits ont été achetés, donc les ayants droit ont touché de l'argent là-dessus. Mais on payait, pour que le film arrive à être financé et soit viable, on payait 1 000 € la minute. Quand il y a plusieurs minutes d'un film, ça peut faire sur certains films, certains metteurs en scène, il y a 10 000, 15 000 € qui peuvent tomber, ce qui n'est pas négligeable. Sans compter tous les droits de suite quand ces extraits passent, qui sont des droits qui sont versés par la SACD. Et M. Canal avait dit, d'accord, si vous payez 1 000 €, mais c'est vous qui ferez tout le travail de paperasserie. Et donc on a dû s'appuyer, toutes les lettres. On n'a jamais eu de problème avec aucun des ayants droit. Ils ont tous accueilli l'entreprise avec enthousiasme parce que ça faisait connaître les films, même quand c'était des petits-fils, des gens qui étaient là, ils étaient très heureux. Le seul problème d'ayant droit que j'ai eu, mais c'est après la série, c'est avec l'héritier de la compositrice Elsa Baren, à qui je voulais rendre hommage dans un concert à Radio France avec la musique de Patte Blanche. Elsa Baren est une compositrice communiste qui a été membre du comité de libération et de résistance pendant l'occupation. C'est une des rares femmes compositrices dans le cinéma français. La musique qu'elle a écrite pour Patte Blanche est magnifique, et son héritier, mais il n'y avait pas les partitions. Et donc j'ai un ami, Louis Dunoyer, qui a fait comme pour La vérité sur Bébé d'Ange, comme pour Justin de Marseille, qui a reconstitué à l'oreille la partition. Mais il devait l'adapter à l'orchestre qu'on lui donnait à Radio France. Et l'héritier a dit, elle n'aurait jamais voulu qu'on adapte sa partition à un orchestre et qu'on joue sa musique dans ces conditions. Alors moi j'ai essayé de plaider, j'ai dit, vous voulez dire que Elsa Baren ne voulait qu'on entende sa musique que sur un son optique qui coupe 40% des fréquences. Donc elle ne voulait pas qu'on puisse entendre une fois sa musique enregistrée en haute fidélité, jouée par un orchestre, comme exactement dans les conditions pour lesquelles elle a écrit avant que ce soit enregistré sur le support film. Et il me disait, non, je pense qu'elle n'aurait pas voulu. Alors je lui ai dit, mais donnez-moi une lettre. Je me demande quel est le compositeur qui veut que la seule musique qu'on entende soit une musique où il y a 30% de son acoustique va être supprimé. Pour des raisons techniques. Le son optique n'était pas performant à l'époque par rapport même au son magnétique de maintenant. Et là, voilà, c'est le seul problème. Et je n'ai pas pu rendre hommage à cette femme, à cette compositrice. Et c'est pour le moment le seul regret que j'ai. Bon, c'est pas beaucoup, sur 1400 demandes, ça fait très peu. Au moment de votre film, vous aviez déjà préparé la série. C'est à cause de toutes les pépites que vous aviez découvertes, ou bien c'est parce que vous vouliez continuer? Oui, moi j'ai été frustré. Le film, au fur et à mesure, il a pris sa forme. Et je n'arrivais pas à loger tous les metteurs en scène dont j'avais parlé. Donc, j'avais essayé d'en loger certains, puis j'ai dit, mais non, celui-là, donc j'avais commencé à travailler déjà dessus. J'arrivais pas à loger Guitry, j'arrivais pas à loger Pagnol, j'arrivais pas.
C'est pas extensible. Puis un film, à un moment, il prend sa forme, il vous dicte ce qu'il peut accepter ou pas. Et alors, on a pensé de le faire sous forme de série. Ça obligeait de se concentrer de manière plus thématique. C'était moins autobiographique. Ça change la dramaturgie. La dramaturgie, mais cela dit, elle est parfois reliée à chaque fois que j'ai pu, j'ai relié à des épisodes biographiques, à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai... à mes souvenirs, au contact que j'avais avec certaines personnes, etc. Est-ce que le succès du film vous a aidé? C'est-à-dire que le film, on avait tellement ramé pour le film, qui avait été refusé 2 fois par l'avance sur recette, qui avait été refusé par le service public, qui avait été refusé par Arte, qui avait été refusé par Canal+. Et le film n'a été rendu possible que grâce à Pathé, grâce à Gaumont et à Bruno Deloy de Ciné+. Mais quand le film est sorti, il y a eu des premières projections, ça a provoqué un schtroumpf terrible. Parce que, je disais, voilà, c'est un film sur de déclaration d'amour au cinéma français, et la télé publique ne l'a pas aidé, l'avance sur recette ne l'a pas aidé, j'ai rien eu. Alors le CNC, il ne savait pas comment faire. Alors ils nous ont donné l'aide sous film, sur film terminé. À un moment, quand on arrivait au CNC, ils disparaissaient derrière leur bureau. Et ils ont un peu aidé, ils ont contraint un peu la 5, mais je dois dire honnêtement que je n'ai jamais rencontré le moindre responsable de cette chaîne. Je n'ai jamais pu exposer ce que je voulais faire. Je n'ai jamais pu, quand le film a été terminé, il n'y a eu aucune projection à la 5. Je n'ai jamais rencontré la personne qui a exigé de figurer sur le générique, qui est l'attaché de presse, qui a demandé à figurer sur le générique. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Et en plus, quand des journalistes lui ont demandé s'il y avait un dossier de presse, il a dit que ce n'était pas la peine d'en faire un. Alors qu'on lui donnait presque 8 heures de film inédit. Ils n'ont pas fait de dossier de presse. Alors l'accueil à Ciné+ a été totalement différent. Par exemple, Bruno Deloy sur Ciné+ avait passé des épisodes et il en profitait pour passer 2, 3 ou 4 films, des films qui étaient montrés dans les épisodes, c'est-à-dire qu'il a fait un travail d'éditorialisation qui était intelligent, qui était astucieux et qui montrait, on pouvait voir les films dont je parlais. Et je crois qu'il le refait, il m'a appelé, il m'a dit qu'il va le racheter et le refaire. Par contre, le service public ne l'a absolument pas fait. Est-ce que ça vous permettrait de faire les 2 épisodes que vous n'avez pas pu filmer? On va essayer de le faire. Avec Thierry Frémaux, on essaye de trouver le financement. 2 ou 3, je ne sais pas. Il me reste énormément de cinéastes dont je n'ai pas parlé, qui vont de Louis Malle à Franju, en passant par Caillat, par Verneuil, Christian Jacques, tout ça. Je n'ai pas pu arriver. Alors, vous avez aussi quelque chose sur le polar? Oui, certains sont... J'ai des petits bouts de montage déjà, donc il y a des trucs qui sont faits. Là, mais il faudrait trouver un angle, il faudrait trouver pour que ça ne fasse pas ressucer, que ça ne fasse pas, les restes du repas, là, tu sais, on va manger ce qui reste de la dinde, on va essayer, on va l'accommoder, on va faire un hachis parmentier, comme ça. Pour en revenir au cycle de ce soir, d'Est en Ouest, on a des metteurs en scène qui ont émigré et moi je pense que Robert Siodmak est un de ceux qui est un des meilleurs exemples qui soit pour illustrer justement ce problème de l'exil. Siodmak, qui est né en 1900, donc a émigré à 33 ans. Il a d'abord fait des films allemands, ensuite il est passé en France, il a fait des films français, il en a fait 8 quand même en France, ensuite il est parti en Amérique, il a fait des films américains, et c'est, d'après ce que dit Scorsese, j'ai retrouvé quelque chose, Robert Siodmak est un des cinéastes américains les plus incompris et sous-estimés de tous les temps. Il a été le premier architecte du cinéma noir. Ça a été un des premiers architectes du cinéma noir. Donc vous êtes de son avis? Ah, totalement.
Sionmak, moi je l'ai rencontré, Sionmak, J'allais vous le demander. trop brièvement dans un hôtel, à l'hôtel, je crois, Queen Elizabeth. Il était là, il disait que quand il était en Allemagne, il avait un ennemi qui était le frère de René Clair, qui était très antisémite, qui s'appelait Henri Chaumette, et qui voulait être metteur en scène. Et lui, Sionmak dit, j'ai dit de lui que c'était le clair obscur. Et il était très content de son jeu de mots. Il était voilà. Oui, il y avait... C'est-à-dire, moi, je voulais prendre un metteur en scène russe. Alors, j'en avais choisi deux, d'abord. J'avais choisi, dans les gens d'origine russe, j'avais choisi Tourjansky, parce qu'on n'en parle jamais. Et c'est quand même un type qui a fait 2-3 films, qui sont disponibles en DVD chez Lobster. Je vous assure que le mensonge de Nina Petrovna est vraiment intéressant. Et l'autre, Vertige d'un soir, l'adaptation de la nouvelle de Stefan Zweig, est tout à fait remarquable. J'en avais choisi un deuxième qui était Léonid Moguy, parce que Léonid Moguy était russe, mais là, je ne pouvais pas le loger. Là, il reste dans les cartons. Et pourtant, Moguy a fait Prison sans barreaux, il a fait des films qui sont intéressants, des films humains. Demain, il sera trop tard. Alors, oui, mais ça, c'est après la guerre. Mais surtout, il a fait 3 films conflits, qui est vraiment intéressant. Et il a fait, quand il va à Hollywood, il va faire 3 films en Amérique, dont 2 sont vraiment pas mal. Et il y en a un, par exemple, qui est un film sur la résistance française, écrit par des scénaristes communistes, qui est beaucoup plus précis, réaliste et réussi, je trouve, que le Renoir, que This Land Is Mine de Renoir, que je trouve un film pas du tout intéressant. Et donc, il y avait Moguy, j'ai dû abandonner, malheureusement. Quel dommage, parce qu'il est au purgatoire. Oui, mais j'espère le remettre dans les gens, si je peux avoir d'autres épisodes. Il y avait je trouve que c'était intéressant de voir, puis d'évoquer à travers lui, puisqu'il a été le découvreur de Corinne Luchaire, et Gaumont a restauré en Blu-ray un film qui est très bon, qui est Je t'attendrai, qui est un film qui était quasi inconnu, parce que quand il était sorti en 1939, le premier titre, c'était Le Déserteur. Alors en 1939, Le Déserteur, ça n'a pas été... c'est pas un titre qui a été très populaire. Hein. Je veux dire, à un moment dans l'atmosphère de la guerre qui arrivait. Et donc, il a été rebaptisé Je t'attendrai. C'est un film qui est coécrit par mon ami Jean Orange. Et je crois que, j'attends qu'on me détrompe, je crois que c'est le premier film dont l'action dure exactement le même temps que le film. C'est-à-dire, il y a un très beau Blu-ray chez Gaumont, et c'est intéressant, c'est l'histoire pendant la guerre de 14 de quelqu'un dont le train a été bombardé, le train est bloqué par ça, et donc il dit, pendant que le train est immobilisé, il va aller dans le village à côté pour voir sa fiancée, les parents de sa fiancée. Et son supérieur lui dit, d'accord, tu as 1h20, là, mais il faut que tu sois, il est 3h, je sais pas, il faut que tu sois 4h30, enfin, et le film dure ça, la durée, exactement le temps de l'escapade. Et le film décrit un village avec des décors très surprenants, une espèce de hangar qui sert de cantine, d'infirmerie, qui est un des décors les plus surprenants des films de cette époque. Et vraiment, ça vaut vraiment le coup de voir ce film. Il y avait un supporter énorme de ce film, c'était Quentin Tarantino, qui l'adorait et qui a fait applaudir le nom de Léonid Moguy dans un cinéma à Lyon pendant le festival, ce qui est une chose qui n'a jamais dû arriver durant toute la vie de ce cinéaste, qui était la cible de tous les critiques de la Nouvelle Vague, pour tous ces films, ces derniers films qui sont d'ailleurs pas fameux. Oui, Le long des trottoirs, Donnez-moi ma chance, tout ça, qui
qui étaient des mélos, et Truffaut n'arrêtait pas de taper dessus, alors que, paraît-il, c'était un homme extrêmement adorable, très généreux. Jean-Charles Takela, dans ses souvenirs, en trace un portrait extrêmement chaleureux. Takela a travaillé avec lui sur plusieurs films et dit que c'était un Russe qui débordait d'humanité, de sentimentalisme, qui travaillait souvent avec des nègres, qui lui écrivaient les trucs, mais qui brassaient les choses et qui était assez épatant. Voilà. Donc, personnalité à découvrir. Bertrand, je pense que la salle serait intéressée à vous poser des questions sur la découverte de la série. Moi, ce n'est pas tout à fait une question, c'est pour signaler qu'il y aurait une mini rétrospective Léonine Mogui à la Cinémathèque française au printemps. Ah bon? Mais très courte, elle n'est pas complète et je n'ai pas les titres en tête, mais je sais que c'est prévu. Parce qu'il y a eu un livre qui a été écrit sur... Donc je suppose que c'est en liaison avec ça, et donc il y aura voilà, une très bien. dizaine peut-être, enfin environ, des films de Mogui. Donc, il se trouve que j'ai eu comme cadeau de Noël votre série, donc je n'ai vu que le premier chez moi, et je dois vous dire à quel point j'étais émue par votre introduction déjà. J'étais obligée d'arrêter le film, tellement il fallait que je reprenne mon souffle, tellement j'étais émue par votre introduction du premier film. Et puis le plaisir qu'on a à retrouver, à pouvoir nommer les comédiens. Voilà Carrette, voilà Marc Michel, tout jeune. C'était une émotion. Alors, c'est sûr que votre premier film, celui que j'ai vu à la maison, parce que je n'ai pas encore tout vu, il n'y a pas cette importance historique que vous nous apportez aujourd'hui. Hein. Mais je me réjouis de voir la suite. Ah bah, et par ailleurs, juste vous avez vu les cinéastes de chevet, les films. Oui, le premier de chevet qui sont Grémillon, Max Ophuls et Henri Decoing. Vous parlez d'un film qui aurait le temps exact. Oui. Est-ce que ce n'était pas le projet d'Agnès Varda de faire cela dans Cléo de 5 à 7? Ben oui, mais c'est à peu près ça. Mais avant, il y avait eu Le train sifflera 3 fois, il y avait Nous avons gagné ce soir. Le premier, Je t'attendrai, je pense, puisque c'est un film de 39, donc il a quelques années d'avance sur... mais la critique étant parfois bornée, vous le savez, comme Mogui n'était pas quelqu'un qu'on examinait, on ne le créditait pas de ça. Moi j'ai découvert ça, c'était mentionné dans aucun bouquin sur le cinéma que ce film se passait, ce qui est quand même... Ça ne veut pas dire que le film soit bon. On peut avoir ce genre de principe et pas réussir. Là, en plus, c'est réussi. C'est réussi presque tout le temps, sauf sur quelques scènes de rapports psychologiques avec les parents qui, à cause de ce principe, sont un peu précipités pour rentrer dans le temps. Donc, ça à mon avis, ça nuit un tout petit peu à 2-3 scènes, mais sur le reste, ça donne une urgence et une force à la plupart des autres séquences qui est tout à fait rare. Et c'est un très beau document sur, pas l'arrière, mais un arrière qui est très près des lignes de front de la Première Guerre mondiale. Vraiment, qui est un genre de décor qu'on ne voit pas beaucoup dans les films. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas pu insérer Franju dans... Non. Oui. C'est monté, mais oui, il y a beaucoup de cinéastes. Alors, des cinéastes que j'ai pas pu... J'arrivais pas à trouver comment les réunir. Qui étaient les gens comme Verneuil, Christian Jacques, Dréville, tous ces... Et les artisans, je trouvais que c'était péjoratif. Ça sonne péjoratif, alors que ça ne l'est pas. Alors, à un moment, c'est très récemment, je me suis dit, mais si on appelait ça les films du milieu, c'est comme les trucs de Pascal, parce que c'était exactement ça. C'est des films qui, dans l'ensemble, n'étaient pas à énorme budget, qui étaient comme ça, des films entre les grosses coproductions de films... Enfin, dans Dréville, il y en a un ou deux qui échappent à ça. Lafayette, qui est d'ailleurs son film le plus sinistre, c'est une super production. Mais les meilleurs films de Dréville, La ferme du pendu, Les affaires sont les affaires, sont des films comme ça, on peut dire que c'est des films presque modestes. Et voilà, donc, et Franju, alors aussi, c'était dur,
il faut arriver à trouver une classification. Alors j'en avais dans les cinéastes, j'avais plusieurs cinéastes marginaux que j'ai, Albert Valentin, René Veller, Jean Forest, que j'avais pas pu inclure. J'ai une petite question. Je trouve que, j'ai le sentiment qu'on ne parle pas assez souvent de l'importance, et vous en avez un peu parlé, des directeurs de la photographie. Oui. Mais bien sûr, directeur de la photographie, décorateur, oui, Troner, Lazare Merson, Kurt Courant, chef opérateur de la Bête humaine et de plein de films, et de films de Toujansky, Kurt Courant, il venait d'Allemagne. Tous ces gens-là, Rudolf Maté, qui fait la photo de la Passion de Jeanne d'Arc et qui va faire la photo de l'Ilium de Fritz Lang. Voilà. Oui, alors voilà. Simplement, dans les metteurs en scène, il fallait que je choisisse. Fritz Lang, il a fait qu'un seul film et qui n'est pas complètement concluant, qui est l'Ilium. Et Billy Wilder, c'est très très mineur. C'est Mauvaise Graine avec Darieux. Si on m'offrait de faire 32 heures, je le prendrais. Mais il me semble que Sion Mac est beaucoup, beaucoup plus important. Et puis après, il y en avait d'autres. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Ernest Neubach, mais alors là, qui a fait les mémoires de la vache Yolande. Ça aussi, il y en a qui était violoniste, je crois, dans un orchestre tzigane, et qui a fait un ou deux films curieux. Il a fait un film curieux, je crois, Le Signal Rouge avec Stroheim, mais quand même, les mémoires de la vache Yolande. C'est quand même... J'avais fait un petit bout à un moment parce que je voulais faire un truc sur les nanars. Sur les films, je crois que j'ai enregistré un truc sur les mémoires de la vache Yolande en me disant, mais comment est-ce qu'un film comme ça pouvait être financé? Parce que j'imaginais pas un conseil d'administration, toute une équipe d'une maison de production, et puis il y a un type qui rentre avec un fort accent allemand qui dit, voilà, j'ai un sujet formidable, voilà, que je voudrais que vous fassiez. Comment ça s'appelle? Les mémoires de la vache Yolande. Et tout le monde lui dit, magnifique, quel titre, là, etc. On va le faire tout de suite. Et c'est l'histoire, quand vous lisez le sujet, vous vous dites, mais comment vous pouvez même tenir 1h30? C'est l'histoire d'une vache qui participe à un tournage et qui est abandonnée par l'équipe du film. Donc le type doit s'occuper de la vache. Et vous dites, le pitch, c'est ça? Et on arrivait à financer un truc comme ça. Donc, il y avait une manière de l'expliquer en posant un peu des questions comme ça, financières, et de se dire, c'est quand même une... Moi, c'est un titre qui me fait rêver. Mais malheureusement, Gaumont, ils ont trouvé l'affiche, mais pour le moment, ils ne sont pas été jusqu'à mettre de l'argent dans la restauration du film. Ça fait partie des 2 ou 3. Il y a des 2 ou 3 titres que je n'ai pas pu faire restaurer, comme Boubou le premier roi nègre, que je voulais faire absolument restaurer. Mais ils m'ont dit, je ne pense pas que ça aura beaucoup de succès, vu en plus la conjoncture sociale. Boubou le premier roi nègre, où Milton... en Afrique, tombe dans un piège à bêtes féroces, et dans le fond du piège, il y a une hyène, et il la regarde et il dit, là où est la hyène, il n'y a pas le plaisir. C'est ce qui donne, ça donne l'atmosphère de ce film, qui vaut quand même, il y a une chanson où il est attaché à un poteau, et il y a plein de noirs qui tournent autour et qui veulent le faire bouillir. Et il chante une chanson qui a que des rimes en eau. Et quand ces moricots m'auront mangé le bas du dos, comme ça. Et ça, je pense, je vois les réactions. Alors j'avais dit à Gaumont, mais vous devez le faire pour le musée du Quai Branly. Comme un témoignage sociologique sur ce qu'était la France par rapport aux colonies à cette époque. Et ils n'ont pas trouvé ça drôle.
Et on peut parler un petit peu de la Continentale et de Greven. Ben, la Continentale, alors moi je ne saurais trop vous recommander, pour ceux qui n'ont pas, de prendre le livre de Christine Leteux qui s'appelle Continental Film. C'est cette société qui a été créée à la demande de Goebbels par les Allemands, qui ont mis à la place le docteur Greven, qui est un homme qui aimait le cinéma. Et ils ont fait 40 films. C'est par rapport aux 240 ou 220 films français, ce n'est pas la totalité, mais ça représente un bon nombre. Et sur ces 40 films, il y en a plusieurs qui sont des films remarquables. Et après la Libération, le Parti communiste ayant changé d'attitude, ayant d'abord pratiqué l'entrisme dans la Continentale, ce que m'avait dit Jean-Paul Le Chanois, après, la politique ayant changé du parti, qui avait à se faire pardonner la reparition de l'humanité et l'attitude pendant la drôle de guerre et un certain nombre de déclarations pro-allemandes, les fameux tracts de Guy Moquet, Guy Moquet qui s'en prenait aux fauteurs de guerre de la cité, aux juifs Mandel et aux bellicistes de Gaulle. C'était les tracts communistes de l'époque, hein, puisque pacte germano-soviétique oblige. Donc le Parti communiste avait affaire à oublier ça. Donc ils sont devenus très violents contre la Continentale en disant c'est un truc de collaboration. Ce que toujours les gens ont nié, les gens qui en faisaient partie, disent qu'il n'y avait pas plus de mouchards, de gens là que dans d'autres sociétés. C'était une société qui était restée de droit français. Alors évidemment, mais toutes les sociétés étant taxées par les Allemands, il y a une partie de l'argent qui allait à Berlin, mais comme toutes les sociétés, y compris les sociétés françaises. Mais les gens ont connu des grandes difficultés et certains films ont été jugés très sévèrement. On peut lire ça, vraiment, tous les comptes rendus d'audience dans le Continental Film, c'est passionnant. On voit les positions de Christian Jacques, de Decoing, de plein de gens, plein comme ça. Et dedans, dans ces films, 3 des films qui ont été frappés d'indignité nationale ont été produits par la Continentale. Les Inconnus dans la maison, parce que l'assassin est juif. Enfin, il n'est pas juif. Decoing avait réussi à faire supprimer qu'il soit juif. Mais, dans la série, oui, mais il a un nom. Il a un nom. Mais qui a été redoublé, Amédée. Ils l'ont redoublé, alors que c'est pas ça. Au départ, c'est un nom. C'est là qui fait que c'est le seul personnage. Ephraim Lucas. Il s'appelle Lucas, qu'ils ont rebaptisé Amédée. Il y a ça qui a été frappé d'indignité nationale pour aussi le discours qui est jugé pétiniste de Rému à la fin, ce qui est une absurdité totale. À peu dire, les 3/4 des choses que dit Rému sont des sujets que défendait le Front populaire, c'est-à-dire la suppression des cafés, la politique pour le sport et les stades, c'était des trucs de Léo Lagrange, c'était tous des trucs. C'est-à-dire que ce discours aurait pu être fait intégralement sous le Front populaire. Mais on l'a jugé pétiniste. Le deuxième film, c'est Le Corbeau, pour son anticléricalisme, l'avortement, les lettres anonymes, alors que le film était contre les lettres anonymes. Et le troisième film, c'est La vie de plaisir d'Albert Valentin, qui a été frappé d'indignité nationale, qui vient de ressortir en DVD. Alors c'était un film qui était uniquement disponible dans une copie affreuse chez René Château. La copie de Gaumont est bien meilleure. Et c'est un film qu'il faut vraiment le coup d'être vu, puisque c'est un des rares films qui a eu énormément d'ennuis avec la censure sous l'occupation et à la Libération. Hein, sous l'occupation, parce que c'est un film qui s'en prend à l'Église, c'est à la cote maximale, la cote la plus horrifique de la centrale catholique, où il y a marqué « personnage d'évêque particulièrement odieux ».
Marqué. J'adore cette réflexion. De même que la critique de la centrale catholique pour Douce dit « utilisation sadique des chants de Noël ». Oui. C'est très bien de lire l'adversaire parce que souvent ils sont très perspicaces. Ils pointent ce que voulaient faire les cinéastes. Et là, La vie de plaisir, l'évêque qui en effet bénit les chiens d'une chasse à courre et refuse d'aider une fille mère parce que ça trahit la caste, c'est pas mal. C'est pas mal, la scène. Ajoutant qu'un des personnages les plus crapuleux, qui est un banquier malfaisant, coupable de beaucoup d'escroqueries, s'appelle de Boieldieu, et donc Spaak donne le nom du personnage de Pierre Freinet à ce type-là. Et il fait exprès pour montrer que dans la famille, il y avait des gens qui étaient moins bien que Freinet dans La Grande Illusion. Donc voilà. Donc 3 films frappés. Voilà. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont été soumis à un blâme, à des interdictions de travailler. Maurice Tourneur, je crois, a eu une interdiction de travailler, ce qui est complètement, pendant quelques années. Orange a eu un blâme à Sichronet-Veller pour avoir écrit Adrien, alors que je monte dans Laissez-passer, ça c'est entièrement vrai, c'est Orange qui me l'a raconté et René Veller me l'a confirmé, que Orange, qui avait refusé de travailler pour la Continentale, est revenu uniquement pour donner du boulot à Veller qui crevait tellement de faim qu'il vendait des lacets sur le marché de Neuilly. Et en le voyant sur le marché en train de vendre ses lacets, Orange lui a dit bah, tu viens, je viens de refuser de travailler avec eux, mais on va travailler ensemble. C'est un film avec Fernandel. Et l'autre lui dit oh, merde. Et c'est en effet un film qui s'appelle Adrien, de Fernandel, qui est un film que je n'ai jamais pu aller jusqu'au bout. J'ai essayé de le voir 3 fois, et au bout j'ai arrêté à chaque fois près de... C'est horrible, horrible. Voilà, donc voilà la Continentale, mais à la Continentale, il y avait Jean-Paul Le Chanois, qui travaillait, et qui était pourtant juif et communiste, et qui a été protégé par Greven. Donc il y a toute cette zone très trouble. Il y a une énorme ambiguïté. Le grand problème, c'est que les archives de la Continentale ont été détruites en France, le Parti communiste, et il y en a en Allemagne, je ne sais pas à quel point, mais surtout, c'est que personne n'est allé, aucun historien de cinéma n'est allé interroger Greven, qui a vécu très tard, qui a retravaillé dans le cinéma, qui était producteur pour une chaîne allemande, une chaîne culturelle allemande, jusqu'en 72-73. Et personne n'est allé l'interroger sur comment se fait-il que Goebbels lui envoyait des télégrammes en disant « Vous devez produire des films anodins, insipides, vides, pour endormir le public. » Comme ça, je ne vous ai pas mis dans ce poste pour réveiller le nationalisme français. C'était une réaction de Greven, de Goebbels, après la symphonie fantastique de Christian Jacques, qui soulevait des applaudissements dans la salle quand l'orchestre joue la Marseillaise dans l'arrangement de Berlioz. Je ne vous ai pas mis là-dessus pour ça. Donc je répète que je veux des films vides, inconséquents. C'est exactement ce que cherchait M. Lelay à TF1. Là, nous avons des gens qui sont synchrones. Je veux juste un temps de cerveau disponible pour qu'on puisse vendre le Coca-Cola, c'est ça, oui. Un mois et demi après réception de ce télégramme, Greven commence la production du Corbeau, dont on peut tout dire, sauf qu'il est inconséquent, vide, et qu'il a produit l'assassinat du Père Noël, il produit La vie de plaisir, il a produit L'assassin
habite au 21, il a produit quand même quelques films qui sont Au bonheur des dames, quelques films qui sont Pierre et Jean, qui est un film qui est assez caustique sur le mariage. Donc, vraiment, c'est extrêmement curieux. Alors, est-ce qu'il menait un double jeu? Voilà. On demande lequel. En espérant qu'il soit protégé par les Américains, mais il n'y a rien qui vient, je crois, accorder ça. Je ne pense pas. Vous parlez assez longuement dans l'épisode de Molnar de Chénac. Est-ce que vous auriez envie de dire quelque chose pour le présenter? C'est difficile d'ajouter ce que j'ai dit dans le film. J'ai parlé longuement et Hervé Dumont analyse très très bien ce film. Il analyse très bien en disant que c'est quand même très en symbiose avec le Front populaire. En tous les cas, c'est un film qui est... C'est un des très nombreux films qui est écrit par Charles Spaak. Et je dois dire que durant tout ce travail, j'ai redécouvert les films écrits par Charles Spaak, qui a été quelqu'un... Je sais que Truffaut le haïssait d'une haine irraisonnée, et il ne voulait justement jamais parler de Grémillon, parce que Grémillon a parlé avec... a travaillé presque très souvent avec Spaak. Il y avait un jour, j'essaierai d'en savoir plus. Enfin, Truffaut n'aimait pas les scénaristes. Et d'ailleurs, il avait une sorte de... Mais chez Spaak, c'était une haine. Or, Spaak, moi, c'est quelqu'un que j'ai redécouvert. D'abord, j'avais des préventions. Je pensais que c'était quelqu'un qui était froid, qui était sec. J'avais lu des lettres de lui où il disait qu'il écrivait un scénario en un mois, une adaptation en un mois, le dialogue en un mois. Donc ça me donnait un coup. Or, quand je le montre en train de parler de Grémillon, je découvre un homme passionné, chaleureux, généreux, très émouvant sur Grémillon. Quand il dit que Grémillon avait toutes les qualités du monde, avait toutes l'intelligence, il était un bon scénariste, il était un bon musicien, un bon... Et malheureusement, il n'aimait pas les producteurs, dit-il. Mais donc Spaak, et finalement, je crois que j'ai dû redécouvrir au moins 30 films admirablement écrits par Spaak. Les derniers que j'ai redécouverts pendant le Festival de Lyon, ce sont les films de Kayat, de l'époque entre le Roger Lahonte et La Revanche de Roger Lahonte, qui sont tous les deux très bons, de Kayat, très bons, jusqu'à la série sur la justice, c'est-à-dire Justice est faite, nous sommes tous des assassins, qui est un film extraordinaire. Hein. Moi, je pense que c'est le film qui a inspiré Badinter pour la réforme. Et c'est un film courageux, parce qu'au moment où Kayat le fait, 57% des Français sont favorables à la peine de mort, quand il le fait. Le Dossier noir, ou Avant le déluge, qui est un des seuls films français qui s'en prend à l'antisémitisme. C'est un film où on voit un personnage d'antisémite, comme il y en a peu d'exemples dans le cinéma français. Spaak et Kayat, c'est le personnage qui est joué par Balpétré, qui est un homme qui a été condamné à de la prison parce qu'il a travaillé pour les Allemands, c'est un musicien, on le voit complètement dans une scène très flagorneur avec, en disant, quand on joue Wagner, il dit face à un film allemand, il faut lui donner de la force parce que c'est toute l'Allemagne qui est là, etc. Et, tout. Et donc il travaille complètement pour les Allemands et il sort de prison après 5 ans et il ne comprend pas pourquoi on l'a mis en prison. Il dit, je ne comprends pas quoi. Bien sûr, j'ai collaboré, bien sûr, j'ai écrit dans les journaux, bien sûr, j'ai joué en Allemagne. Mais alors, qu'est-ce que ça faisait? Et il est persuadé que ce sont les Juifs qui ont organisé ça, cette vengeance, et qu'ils le persécutent. Personnage unique. Moi, j'en connais pas d'autres dans le cinéma français, de gens comme ça. Donc, vous voyez ce film et vous vous dites, mais ces gens-là, ils parlaient de sujets qui faisaient la première page des journaux. Et il l'affrontait. Donc, je suis sorti avec une estime pour Spaak et une estime pour Kayat, parce que même si ces derniers films sont, je trouve, assez décevants et plan-plan, il y a une douzaine de films
jusqu'au passage du Rhin, à Œil pour Œil, qui sont des films courageux et qui parlent de la France, qui empoignent le truc à bras-le-corps. Hein. Et la scène avec Blier, entre Blier et Marina Vladi dans Avant le déluge, est une scène admirable, admirable, d'intelligence, et peut-être l'un des plus grands rôles de Blier. Donc voilà, donc c'est de dire tout le bien que je pensais de Spaak à travers ça, et qui est l'homme que j'ai peut-être le plus redécouvert pendant ce voyage. Merci infiniment, Bertrand Tavernier et Evelyne Combray. On dit quelques mots sur votre livre qui vient d'être réédité, Amis américains, 3e réédition. Il y a les interviews de la plupart des gens, des cinéastes que j'ai rencontrés aux États-Unis, de John Ford à John Huston, en passant par des cinéastes plus contemporains, et par Tarantino. Et puis il y a toute la période du McCarthy, qui est évoquée. Et aussi toute la période de la liste noire. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, j'ai rencontré, y compris, on interroge quelqu'un qui a été un mouchard pour ça, qui a été, qui a dénoncé, non seulement dénoncé des gens, Kazan, mais qui a pris une page de publicité en demandant que les gens de dénoncer 2 personnes. Ce qui est quand même, c'est quand même costaud, même si après, les films qu'il fait après avoir dénoncé, il y en a certains qui sont admirables, qui sont meilleurs que sur les quais. Non, je déteste sur les quais. Non, je pense à Un homme dans la foule, Un homme dans la foule qui est formidable. Je pense à America, America, je pense au Fleuve sauvage, à La fièvre dans le sang, qui sont des films absolument, absolument géniaux. Hein. Alors que ces films avant étaient parfois plus timides. D'ailleurs, c'est son système de défense. Il disait oui, je sais, j'ai dénoncé, mais après, j'ai fait des vrais films politiques. Pourquoi vous détestez Sur les quais? Par comment? Parce que je trouve que c'est l'apologie de la dénonciation. Oui, c'est l'apologie de la dénonciation. C'est un film très malhonnête où est le scénariste Bud Schulberg et en prenant le biais des syndicats, ils font l'apologie qu'on doit dénoncer, c'est-à-dire qu'ils amalgament un syndicat au McCarthyisme, qui n'est pas la même, et qu'on doit dénoncer pour s'en sortir. Et je trouve que Brando devient complètement christique. À la fin, une figure, c'est le Christ. Et ça brouille toutes les cartes. Le problème du gangstérisme sur les quais, c'était un problème politique. C'est ce qu'on voit dans The Irishman de Scorsese. C'était un problème politique. Mais ce n'était pas ça. C'était pas... voilà. Et je trouve le film très, très, très déplaisant, mais vraiment déplaisant. Je trouve que c'est un exercice d'autojustification. Kazan disait qu'il avait dénoncé par anti-stalinisme, ce à quoi le metteur en scène Martin Ritt répondait quel tort ça a fait à Staline qu'on dénonce un obscur acteur du groupe Theater, qui s'est suicidé après avoir été dénoncé par Kazan. Il s'est tué. C'est-à-dire que donc il a du sang sur les mains. Mais ça n'a rien à voir. Les dénonciations pendant le McCarthy, c'était d'abord, vous ne pouviez pas être poursuivi pour le fait d'être communiste, puisque le Parti communiste n'était pas illégal. Mais il fallait que vous donniez des noms de communistes. Donc ça ne fonctionnait que là-dessus. Et si vous ne donniez pas de nom, si vous refusiez de coopérer, alors vous étiez mis sur la liste noire, on vous empêchait de travailler. Ce qui est arrivé à Joseph Losey, à John Berry, à Jules Dassin, à un certain nombre de metteurs en scène, à un certain nombre de scénaristes qui ont réussi à travailler en prenant des noms d'emprunt, tout ce que je raconte dans le bouquin. Il y a aussi votre petite préface. Oui. Pour ceux qui ont déjà le gros livre, il y a une nouvelle préface qui a un titre formidable, c'est « L'amour du cinéma m'a permis de trouver une place dans l'existence ». Voilà. Je crois qu'on peut terminer là-dessus. Merci. Merci beaucoup.